Je m'appelle Pascal Lass, je travaille chez CPELEC et je fais partie aussi de l'association PC2A. Donc je suis formateur et auditeur dans les ESD et je fais partie d'une commission à l'AFNOR, l'UF 101, qui participe à la rédaction des normes internationales. Dans cette présentation, j'ai voulu mettre en avant une espèce de contre-vérité que je rencontre. On me dit souvent, oui, mais maintenant les composants sont de plus en plus robustes. Alors que ce que je vais vous démontrer, c'est plutôt le contraire. Que si il y a vraiment un moment où il faut s'occuper des ESD, c'est maintenant. Parce que le risque est de plus en plus important. Alors tout d'abord, je vais vous dire un mot sur PC2A. Mesdames et messieurs, la conférence autour de la thématique, une intervention sur la thématique des ESD et brasage automatique vous est proposée actuellement à l'espace conférence par le de compétences en analyse et assemblage pour l'électronique. Merci. On est presque synchro. Donc, je disais, je vais vous dire un mot sur PC2A, ensuite un mot sur CPELEC, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Je ferai un rappel des exigences de la norme principale, donc la 61345-1, une présentation des modèles, j'expliquerai ce que c'est, et puis enfin pourquoi c'est important de bien gérer les ESD. Et bien sûr, il y aura une petite conclusion. Alors, PC2A, c'est une association donc, qui regroupe des industriels du monde électronique et des chercheurs. Et l'objectif, c'est de mettre des ressources en commun pour trouver des réponses à des problématiques qui sont identiques finalement. Donc, on organise des conférences sur des thématiques qui sont proposées par les adhérents. On a aussi mis en place des groupes de travail sur différents sujets, donc qui concernent un peu tout le monde. Et régulièrement aussi, on a des adhérents qui viennent faire une présentation d'un savoir-faire particulier. Et donc, on a un bureau donc, qui fait une réunion mensuelle pour voir un peu l'orientation à donner dans les mois qui suivent. Alors, pour information, on a un stand, je crois que c'est le M13. Donc, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à venir voir PC2A, ça sera avec plaisir. Alors CPELEC propose des solutions techniques, produits et des services d'accompagnement dans 3 domaines d'activité. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle la fiabilisation des process d'assemblage de cartes électroniques, donc des offres produits et des services d'accompagnement. Une deuxième activité, donc, qui est tout ce qui est consignation et identification des risques. Et une troisième activité qui est l'analyse et le traitement de la pollution qui est liée aux applications laser. Mais en fait, on ne s'arrête pas qu'au laser, on a aussi des solutions pour les fumées de brasage et puis aussi quelques applications solvants. Et pour la partie qui me concerne, donc, CPELEC est un organisme de formation professionnelle qui est certifié Calliope et Datadoc. Voilà un aperçu des différentes formations que l'on propose. On commence par les ESD, forcément, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est formation brasage, manuel ou des formations sur les lignes de fabrication de cartes. On propose aussi des certifications IPC, des formations sur la consignation, des formations plus larges dans le domaine électronique, des habilitations électriques, des formations à la sécurité et une formation aussi à l'industrialisation. Pareil, CPELEC a aussi un stand. Et là, je n'ai pas noté le numéro. On est facile à trouver. Alors, rappel des exigences de la norme principale, donc, qui a été mise à jour en mars 2016. Donc,
ce sont des normes qui permettent de protéger les composants. Donc, par exemple, sur le modèle humain, donc on va voir après ce que c'est que les modèles. Donc, on protège un composant qui a une sensibilité qui va jusqu'à 100 volts, en valeur absolue. Ensuite, on protège aussi un composant qui a une sensibilité sur le modèle du produit chargé qui tient au moins 200 volts. Et la dernière exigence, c'est qu'on veut qu'il n'y ait pas plus de 35 volts de différence de potentiel entre deux conducteurs qui seraient isolés de la Terre et qui éventuellement donc, seraient soumis à un champ électrostatique. Donc ce sont ces trois exigences qui sont mises en avant dans la norme. Alors, pour caractériser les composants, il y a trois modèles qui ont été créés. Le premier modèle là, qui a été créé, c'est le modèle humain. Donc le modèle humain, c'est une personne qui vient toucher un composant avec son doigt. Ce modèle, il a été créé au milieu des années 70, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'on avait des problèmes de décharge électrostatique sur les composants. Et c'était lié à l'apparition de la technologie CMOS, qui à l'époque était révolutionnaire, parce qu'elle consommait beaucoup moins, mais elle était beaucoup plus sensible. Ensuite, il y a une évolution qui a été faite. Il y a eu le modèle machine qui est arrivé. Donc c'est venu par le Japon. Donc en fait, le modèle machine, c'est plus une personne qui vient toucher un composant, c'est un équipement. Et enfin, le petit dernier, c'est le modèle du produit chargé, donc Charge Device Model. Et là, donc, c'est un modèle qui représente un composant, par exemple, qui est posé sur une surface très conductrice et qui est exposé à un champ électrostatique. Donc il y a une charge et une décharge très violente. Et en fait, cet événement ESD, c'est le plus destructeur que l'on connaisse, puisque si on prend par exemple le modèle humain, une décharge humaine moyenne, ça va être 2000 volts, 1 ampère 33, et la décharge se passe en 5 nanosecondes. Et si on prend le cas du CDM, on va avoir des tensions plus faibles, bien sûr, de l'ordre peut-être 250 volts, mais surtout des courants beaucoup plus importants, 10, 15 ampères. Et enfin, un temps de décharge beaucoup plus rapide, puisque là, on a des événements qui durent 1 nanoseconde. Et actuellement, on estime que la grosse majorité des problématiques ESD que l'on voit sont dues à ce phénomène. Donc souvent, c'est lié à un isolant qui a été frotté, qui est chargé, qui génère un champ électrostatique et qui vient envoyer une décharge sur un composant qui est sur une surface très conductrice. Donc ce sont les trois modèles qui ont été créés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle machine n'est plus du tout exigé ni par les normes internationales, ni par les normes américaines, parce qu'en fait, il n'apporte rien de plus que le modèle machine et le modèle CDM, et surtout, il est très peu reproductible, donc pas trop d'intérêt. Donc maintenant, on a deux modèles qui devraient apparaître sur les datasheets, c'est l'HBM et surtout le CDM. Alors dans les normes, on aime bien ranger les choses dans des cases, faire des classes. Donc on a fait des classifications. Donc ici, par exemple, on a les classifications du modèle humain. Donc petit rappel, on protège un composant qui a une sensibilité au moins de 100 volts. Quand on regarde les classes, donc on a de la classe 0, 1, 2, 3, on voit qu'on a un certain nombre de composants, ceux qui sont par exemple dans la 0Z et la 0A, qui sont en dessous des exigences de la norme. Donc ça veut dire, même si on applique strictement à la lettre, et ce n'est pas souvent le cas, ce qui est écrit dans la norme, on ne va pas protéger ce genre de composants. On peut faire la même remarque aussi sur le modèle du produit chargé. Donc pareil, on a des classes qui sont plutôt C liées à CDM. On voit que tout ce qui est classification C0A, C0B, on est en dessous de la protection qui est recommandée par l'IEC.
Alors ici, on a un comparatif des différentes décharges. Donc la courbe en noir, c'est le modèle humain. La courbe en bleu, c'est le modèle machine. Et la courbe en rouge, c'est le modèle du produit chargé. Donc on voit bien que la courbe du produit chargé, donc, on a un pic de courant beaucoup plus important. Et surtout, une décharge beaucoup plus rapide, donc plus destructrice. Alors, pourquoi c'est intéressant de vraiment s'occuper des ESD? Déjà, on a des matériaux plastiques en grosse quantité dans tous les produits. Et par principe, les isolants sont majoritairement isolants. Donc ils se chargent par frottement et ils génèrent un champ électrostatique et peuvent donc envoyer des décharges sur des composants. On a des clients et des auditeurs de plus en plus exigeants et puis des secteurs d'activité qui sont très, très stricts. On connaît l'aéronautique, l'avionique, tout ce qui est matériel roulant pour la SNCF, Alstom. Le médical, dès qu'il y a un patient. Et puis de façon générale, les entreprises ont quand même la volonté de maîtriser leurs coûts et la qualité de leurs produits. Mais en fait, il y a un secteur d'activité qui pousse très 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 fortement depuis quelques années, c'est le secteur automobile. En fait, on est parti de voitures comme ça, de 4L, et puis voilà où on arrive. Voiture qui conduit toute seule, bourrée d'électronique. Donc ce secteur automobile, je suis assez content parce que ça pousse bien par rapport à mon métier. Ils ont vraiment mis un coup de pied très fort et on a eu un coup d'accélération très fort. Je vois énormément d'entreprises que je ne voyais pas avant qui viennent nous voir pour avoir des conseils sur les ESD. J'avais vu une conférence il y a très très longtemps d'un expert de Renault qui avait dit qu'une carte électronique dans une voiture allait subir à peu près 10 décharges par jour pendant toute sa durée de vie. C'est quand même un environnement un peu hostile à la voiture. Température, humidité, plein de pièces qui tournent, qui frottent, du plastique. Alors on peut parler aussi de la loi de Moore, donc, qui concerne essentiellement les processeurs Intel, mais pas que. Donc Gordon Moore, c'est un des 3 cofondateurs d'Intel, qui en 1965, il a fait une prédiction qui est toujours vraie à ce jour, qui dit qu'on double le nombre de transistors dans la même surface de silicium tous les 18 mois à peu près. Alors un jour, on va arriver aux limites de la technologie, mais chaque fois, on repousse. Donc on prend par exemple 1970, on mettait 1000 transistors dans une surface, et en 2020, on est dans les 50 millions, pas loin de 50 millions. Donc les composants sont de plus en plus petits et rapides, donc plus sensibles. Une autre approche, c'est par technologie de fabrication. Alors on trouve plusieurs tableaux qui circulent sur Internet. Bon, celui-ci m'a paru intéressant. Donc si on prend par exemple tout ce qui est bipolaire. J'ai perdu ma souris. Bon. En fait, c'était des composants qui tenaient jusqu'à 7000 volts. Tant qu'on était en technologie bipolaire, on ne savait même pas que les ESD existaient. Il a fallu, comme je disais tout à l'heure, qu'on passe au CMOS. Et CMOS, on est passé à 3000 volts. Donc, milieu des années 70. Et puis, on a des produits comme par exemple les EPROM qui claquent à 100 volts. On a aussi des produits qui sont très connus pour être sensibles, qui sont les MOSFET. Donc là, bon, ils ont mis 10-100 volts. Je pense plutôt que c'est légèrement plus. Et puis des dérivés des transistors MOSFET qui sont les VMOS. Effectivement, il y a des VMOS qui claquent à 30 volts. Donc on est loin des 100 volts qu'on a comme exigence dans la norme. Alors on me dit souvent aussi, ouais, mais il y a des protections quand même dans les composants. Ouais, c'est pas faux. Donc là, je vous ai juste fait un focus sur les dernières années, mais si on avait toute la chronologie, on s'aperçoit qu'à partir des années 90, les fabricants, ils ont commencé à baisser la protection dans les circuits intégrés. Parce que dans une puce,
les fabricants, ils ont une contrainte, c'est qu'on leur demande de mettre de plus en plus de choses dans moins en moins d'espace. Et une protection contre les ESD dans le silicium prend beaucoup de place. Donc, à un moment donné, ils ont fait un choix. Ils se sont dit, bah, on va plutôt viser la technologie plutôt que la sécurité. Et donc là, on a plutôt un focus sur les dernières années. À ce jour, donc, on a quand même pas mal de produits quand même encore robustes par rapport au modèle humain, qui sont de l'ordre de 1000 volts. Donc, mais on voit ici, donc ça c'est c'est l'exigence actuelle, mais on voit quand même que déjà on a des produits qui sont inférieurs à 100 volts. Et la tendance montre qu'on va avoir de nouveaux produits qui vont arriver qui auront des sensibilités beaucoup plus faibles. Ce graphe aussi est intéressant. Donc là, c'est une base 100, puis on a donc des composants supérieurs à 1000 volts, 500 à 1000, moins de 500. Donc en 2015, bon, ça c'est l'année de référence par exemple. Mais on voit qu'on a de moins en moins de composants qui tiennent plus de 1000 volts. Donc c'est bien, ça confirme un peu ce que je dis quand même. Les 500 000 volts, il y en a un peu plus. Mais surtout, on voit la tendance où on voit arriver de plus en plus de produits qui vont être plus sensibles que 500 volts. Tout ça, ça vient des Américains parce qu'ils font des études très intéressantes. Et on peut faire la même constatation, enfin le même constat, pardon, par rapport au modèle CDM. Donc, on voit bien aussi que les protections diminuent. Donc, à ce jour, on est à 200 volts et on a déjà certains produits qui sont même en dessous de 125 volts. Et la tendance montre qu'il va y avoir de plus en plus de produits très 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 sensibles. Et on le voit bien ici. De moins en moins de produits robustes pour arriver de plus en plus vers des produits très sensibles. Alors, il faut quand même relativiser un petit peu. Tous les nouveaux composants, toutes les nouvelles technologies, elles arrivent plutôt sur les smartphones avant d'arriver trop vite dans l'industrie. Une autre approche, c'est de regarder, donc ça c'est l'ITRS qui fait des études tous les ans, mais malheureusement je n'ai pas trouvé ce tableau mis à jour plus récent que 2005. Donc qui nous montre les charges statiques maximum ainsi que les tensions statiques maximum sur une cellule en fonction de la finesse de gravure. Alors, c'est plus tout à fait vrai parce qu'en 2020, on a dépassé largement les 14 nanomètres, mais ça donne quand même une bonne vision de ce qui se passe. Quand je dis que les composants sont de plus en plus sensibles, ben, on le voit bien. Alors, je suis allé chercher aussi une courbe chez TSMC, qui est le leader de la fabrication des puces. Et donc, on voit bien qu'ils intègrent de plus en plus. Donc là, en 2020, ils sont 5 nanomètres. Mais j'ai vu un article récent. Ils sont déjà prêts pour faire des puces avec une finesse de gravure de 1 nanomètre. Bon, ils sont presque prêts pour les sortir en production. Alors, les Américains ont essayé aussi de chiffrer le coût que pouvaient représenter les dommages ESD. Il y a des chiffres qui ont circulé, mais c'est assez ancien, hein, c'était dans les années 80. Le chiffre qui était ressorti, c'était 5 milliards de dollars. Bon, à l'époque, le marché du semi-conducteur, de mémoire, ça doit être de l'ordre de 50 milliards. Donc c'est vrai que ça faisait un pourcentage important. Mais ce chiffre n'a jamais été revu, parce qu'il est impossible à obtenir, quoi. En fait, il faudrait pouvoir faire des investigations à chaque fois. Puis même quand on va inspecter au microscope à balayage électronique, quelquefois on peut voir la signature d'une surcharge électrique. Mais il y a tellement de phénomènes qui peuvent créer ça qu'on n'est pas toujours certain que ça soit d'origine ESD. En fait, ce que je veux dire, c'est que ne pas s'occuper sérieusement des ESD, ça représente un coût et significatif. Une décharge électrostatique, elle peut créer des trous dans la matière, des fêlures dans les barrières isolantes, et aussi il y a des portions de silicium qui peuvent être vaporisées.
Bon, ça c'est assez connu. On a deux types de dégradation qui sont possibles. On a le défaut latent, et malheureusement c'est 90 à 95% des cas. C'est-à-dire que le composant, on l'a fragilisé, mais il fonctionne. Alors soit on va diminuer sa durée de vie, soit, ce qu'il y a de pire, on va créer des pannes intermittentes. Ça marche plus, ça marche plus. C'est pas le principe des clignotants. Hein. Et on a le défaut immédiat, donc 5 à 10% des cas. Donc si on teste la carte ou l'appareil, on s'aperçoit qu'il ne fonctionne plus. Normalement, ça ne part pas chez le client. Mais dans tous les cas, ces deux types de défauts génèrent des coûts parce qu'il va falloir remplacer. Et on va surtout passer du temps à essayer de comprendre, sans forcément comprendre d'ailleurs. Et puis quand c'est un défaut latent, on envoie un produit à un client, un produit qui n'est pas fonctionnel. Donc le client, il n'est pas très content. Et l'image de marque, moi je pense que ça n'a pas de prix, quoi. C'est difficile de conquérir des clients. Alors, autant essayer de les conserver puis de vendre des produits qui fonctionnent, quoi. Alors en synthèse, on a vu que les composants sont de plus en plus sensibles au CESD. Je pense que j'ai essayé de vous montrer que c'était le cas. Que dans certains cas, les exigences de la norme ne protégeront pas vos composants et qu'il faudra mettre des moyens et des procédures en plus. Donc la base de la base, c'est de connaître la sensibilité des composants les plus sensibles, selon les deux modèles, HBM, CDM. Et ce qui est important aussi, c'est d'intégrer la recherche et le développement dans le design, dans la démarche ESD. C'est-à-dire que quand ils ont le choix entre plusieurs produits et qu'il y a un produit qui est plus robuste par rapport au modèle humain ou au modèle CDM, plutôt favoriser ce produit-là. Déjà, le modèle HBM est souvent assez connu dans les bureaux d'études, mais le CDM, la plupart du temps, c'est du virtuel. Et là, j'ai résumé un peu donc la bonne démarche théorique qui devrait se mettre en place quand on rentre dans un plan, enfin dans une démarche ESD. C'est déjà d'avoir un coordinateur ESD puis de le former. Ça tombe bien, on fait des formations. Donc je viens de le dire, c'est d'identifier les composants les plus sensibles. Et puis, alors, l'intérêt c'est quoi? C'est de savoir déjà si ce qu'on met en place va protéger notre électronique. Et puis l'autre côté, si on a des produits très robustes, il y a des choses qu'on peut lâcher un petit peu. On peut adapter le plan de prévention. Il faut rédiger un plan de prévention, il faut réfléchir, il faut l'écrire. Chaque fois qu'on manipule l'électronique, on doit créer une zone protégée et l'identifier. Et on contrôle l'accès, bien sûr. Il n'y a que les personnes formées, normalement, qui rentrent. On déploie des moyens de prévention, et j'ai souligné qualifiés. Ça, c'est une exigence qui est apparue en 2016. On achète des tapis, on doit les qualifier. Bon, c'est assez simple, mais... Parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, il y a beaucoup de fournisseurs qui ne sont pas forcément dans le métier, et on a eu des grosses problématiques d'emballage surtout. Des emballages qui sont vendus comme étant, entre guillemets, ESD, puis qui sont générateurs. Et puis, très important aussi, c'est sensibiliser le personnel. On leur met des contraintes, on leur met des appareils type des ioniseurs. L'ioniseur, ça souffle, c'est pénible. Quand je fais des audits, ils sont toujours éteints. Donc, très très important de former le personnel. Il faut leur expliquer, il faut donner du sens aux contraintes. Et puis, c'est mettre en place un plan de vérification de conformité. On a acheté des produits. Est-ce qu'ils sont toujours performants dans le temps? Et puis je finirai par ça. N'oublions pas le test du marcheur. En France, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui le font, alors que c'est primordial. Parce qu'en fait, toutes les exigences que l'on a dans la norme, ce sont des exigences qui sont exprimées en volts. Et tous les contrôles de conformité qu'on fait, c'est des contrôles qu'on fait en mesurant des résistances. On se doute bien qu'il y a un lien entre une résistance et une tension, mais ce n'est pas toujours la loi d'Ohm. Et notamment quand on marche. Il y a une capacité qui vient s'ajouter. Et souvent, dans les audits, je vois mesures à la terre qui sont parfaites,
Je fais des mesures de... Pourtant, j'en fais beaucoup de mesures. Oui, je mesure le personnel à la Terre, c'est parfait. Et quand il marche, il génère plus de 100 volts. Ah. En fait, il y a encore l'effet triboélectrique qui rentre. Et il faut que le couple chaussure-sol soit compatible. C'est comme un couple. Donc voilà, très important. Eh bien, merci.